Voilà, donc pardon. Donc je vais vous parler des services municipaux, donc au cœur du processus de légitimation du pouvoir politique. Bon, je vais faire comme ça. Je commence en introduction donc par brosser juste un tableau très synthétique sur l'évolution du cadre politico-administratif français depuis les années 80. Donc on a eu la décentralisation, on a l'européanisation, la professionnalisation du métier politique avec cette idée de limitation du cumul des mandats sur lesquels on revient actuellement. Et donc tout ceci a transformé en réalité les modalités d'exercice de ce qu'on appelle le leadership territorialisé. Donc on a des modalités d'exercice qui sont passées d'individuelles à collectives, et puis une action publique européanisée finalement qui transforme également la manière dont le leadership politique s'exerce sur un territoire. Donc on a face à ça ce double mouvement dont on a un petit peu parlé, de professionnalisation de l'exécutif avec une forte juridisation, et puis une politisation aussi des cadres de la fonction publique territoriale. Moi je vais vous parler d'une étude de cas, donc je vous renvoie pour plus de détails au papier, l'étude de cas qui vise à illustrer les interdépendances donc, entre le maire et le directeur général des services, donc l'ancien secrétaire général. Et ceci dans un contexte spécifique de la prise de poste d'un héritier. Donc il s'agit de Pau en 2008, donc avec l'élection de Martini Niarcassou du Parti socialiste. C'est lors des mêmes élections, donc ça a été le premier échec et le seul d'ailleurs de François Bayrou à ce poste-là. Donc elle a battu François Bayrou à peu de voix à la tête d'une liste de gauche, d'union de la gauche. Et elle succédait à 35 ans de règne, dirais-je, d'André Labarrère, donc député maire de Pau. Et dont elle avait été la première adjointe et qu'il avait formée aussi à la politique. Donc il y a des enjeux, sur lesquels je ne reviendrai pas, que j'ai traités par ailleurs si ça vous intéresse. Donc je m'intéresse à la question de la prise de rôle, puisque c'est finalement, on dit souvent, pour étudier les organisations, il faut s'intéresser aux questions de rupture, à ce qui change. On parle de la dynamique des groupes et toutes ces questions-là. Et la prise de rôle, c'est ça. C'est un moment où on apprend à prendre son rôle et prendre son rôle avec tout ce qu'il y a eu précédemment, donc toute la culture organisationnelle aussi qui pèse. Donc je me suis intéressée au mode de légitimation et j'ai une approche de la légitimation avec cette forte dimension territorialisante qui insiste sur le rapport de l'élu au territoire, qui est très marqué dans les travaux d'anthropologues et d'ethnologues du politique. Donc je vais vous parler des interdépendances dans la littérature de manière assez classique et puis ensuite de mon étude de cas. Donc sur les interdépendances, on voit déjà la question de l'émergence d'un corps de hauts fonctionnaires territoriaux qui sont à la fois qualifiés et politisés. Bécart-Leclerc, Jeanne dès 1988, parlait des idiosyncrasies de la culture municipale. Elle voyait 4 points spécifiques, la dualité culturelle, donc il y a l'élection du maire et du conseil municipal et la dimension administrative du personnel, donc avec lequel les élus doivent faire. Il y a un côté permanence et puis calendrier électoral à l'inverse. Subdivision du client en 3 acteurs. Le client, en réalité, c'est l'électeur, il est électeur, consommateur et puis contribuable, c'est-à-dire que c'est lui aussi qui finance. D'autre part, une clientèle captive, forcément. Et puis, cette question un peu particulière, donc chère à Weber, de la violence légitime. Face à cela, on a donc des secrétaires généraux et des directeurs généraux des services qui se sont politisés, disons depuis les années 70, enfin 80 pour post-décentralisation, et une fonction publique territoriale qui a émergé. Il y a 2 approches en fait de cette fonction publique territoriale. Il y a une approche qui parle de tendance lourde et irréversible à la bureaucratisation, en disant que ce qui s'est passé au niveau des hauts fonctionnaires de l'État donc se reproduit au niveau des collectivités territoriales, donc avec des hauts fonctionnaires locaux qui auraient le profil, y compris sociologique, socio-économique, quasiment des énarques. Et puis il y a une autre approche qui considère qu'il y a une rupture radicale entre l'État et les collectivités territoriales, et que par contre cette idée d'un management territorial, d'un manager public qui serait à la fois quelqu'un de généraliste et puis un pilote des politiques publiques locales qui s'impose. Et la politisation, c'est aussi donc une conséquence du rôle acquis, de la place acquise par les collaborateurs donc
bureaucrate, c'est pas joli, auprès de l'exécutif, et puis de ce rôle d'interface. Ils font l'interface à la fois entre l'exécutif et les directions techniques des services municipaux. Et puis on verra qu'à travers, on l'a un petit peu évoqué, on a évoqué les élus, il y a également les adjoints qui peuvent jouer, et puis le cabinet, bien sûr. Et quand on parle de politisation du directeur général des services, maintenant, ça ne renvoie pas forcément à un encartage, c'est-à-dire ils ne sont plus forcément de la même couleur politique, ou en tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à un parti politique. Ce n'est pas partisan. Par contre, il y a de fortes sensibilités voisines. Cette interdépendance continue à jouer, à mon sens. C'est sans doute en opposition avec ce qui a été dit précédemment, mais c'est ce qui fait la richesse des échanges, me semble-t-il. Une interdépendance qui est favorable aux politiques, en réalité, et qui se traduit par la centralisation du pouvoir en la personne du maire. Et de là naissent ces idées de légitimation croisée. Ce qui caractérise la relation donc, professionnelle entre le maire et le directeur général des services, c'est l'absence de formalisation. Donc en fait, la marge de manœuvre, la latitude de chef de l'administration dépend largement de la manière dont le maire joue son rôle, de la place qu'il lui laisse. Et pour le DGS, donc ce processus croisé de légitimation fait que maintenant, il est directement associé au processus de décision politique et à la co-construction de l'action publique. Il est coproducteur des politiques municipales et souvent en lien directement, donc ça a été évoqué précédemment, avec les élus, les conseillers municipaux généraux et puis les adjoints souvent. Donc ça donne lieu à une forme de légitimité politique par procuration. Du côté du maire, on a cette évolution dans la littérature que je vous ai mis à gauche. On est parti du notable et de ses préfets de Worms en 66, en passant par les zigzags dont on a parlé hier. Dans les années 90, on est dans le maire entrepreneur, et puis on arrive au maire gestionnaire, et sans doute à une forme post-moderne maintenant de ce maire gestionnaire. Et ceci a rééquilibré un certain nombre d'échanges. Donc on ne peut plus considérer que le maire est le seul acteur, c'est ça, parler de leadership de manière exclusive et individuelle me semble maintenant un petit peu limitatif, disons. Borras parle de gouvernement municipal et considère que, donc après cette évolution de maire gestionnaire, on a l'idée d'un renforcement des liens entre le maire et la société civile, et que le pouvoir politique se légitime à travers ceci, et que finalement, la légitimité du maire réside dans cette capacité à écouter et à répondre aux problèmes de ses administrés. Répondre normalement de manière groupée ou collective en proposant une action publique, on voit que le clientélisme sur lequel je travaille aussi, a été évoqué. Donc le clientélisme, c'est une réponse individuelle. On parle maintenant de régulation clientélaire. C'est un habitant vient voir le maire avec un problème, il trouve une réponse à son problème, mais qui ne prend pas la forme d'une réponse collective construite en action publique, mais d'une réponse individuelle et immédiate. Mais c'est en réalité, à mon sens, la même démarche. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Pau ? À Pau en 2008, donc j'utilise à la fois des sources orales et écrites, et une fois de plus, vous aurez plus de détails dans le papier. Rapidement, 80 000 habitants, 250 000 au niveau de l'agglomération, et puis des services municipaux qui comptent donc avec l'agglomération environ 2500 fonctionnaires. Donc je parle de l'agglo puisque la question de la fusion des services municipaux et d'agglomération a été une condition posée par le directeur général des services dont je vais vous parler pour accepter de jouer ce rôle auprès de la nouvelle maire. Donc prise de rôle croisée, je commence par cette phrase, ce verbatim de la maire élue. J'étais peut-être des trois candidats la mieux préparée dans le sens où je connaissais les points faibles de l'état de la ville. Et on part de là en fait. On part d'une action publique qui est renouvelée. Donc 2008, André Labarrère est mort 2 ans auparavant. Il y a une période d'intérim, mais voilà, 6 mandats successifs. Donc des dossiers finalement, certains dossiers qui sont restés relativement intouchés, je dirais, durant cette période. Donc on voit une rupture dans la culture organisationnelle, dans la manière d'abord d'habiter la fonction et de conduire le projet. Du côté du maire, elle veut impulser donc un renouveau de l'action publique. Donc elle choisit un directeur général des services spécialisé dans la conduite du changement. Il y a un certain nombre de résistances au niveau de son processus de notabilisation.
par rapport au rôle, à la manière dont le rôle de maire était rempli auparavant et dans ce qu'attendent les habitants. Hein. Donc notamment cette rhétorique du don de soi. Je suis vouée à ma ville, j'y consacre tout mon temps. Et elle, à l'inverse, repolitise un petit peu. Donc on a beaucoup parlé d'apolitisme pour les politiques municipales. Elle, au contraire, repolitise. Donc refuse un petit peu ce rôle d'arbitre apolitique, mais repolitise réellement les débats. Et du côté du DGS, donc les conduites du changement, il découvre une organisation qu'il considère comme sédimentarisée sur 30 à 40 ans. Il se considère comme un membre de l'exécutif. Et puis on va voir qu'il y a cette dimension importante entre exécutant et délégation. Donc le premier point qui se pose, c'est la question du régime. Est-ce que c'est un régime de fonctionnaires? Et c'est ce qui a été reproché. Le directeur général des services, finalement, on lui reproche un petit peu, il incarne tous les changements en profondeur, se focalise sur lui toutes les résistances liées au changement, tout simplement, au changement dans la rupture, et à toute la culture organisationnelle qui doit en découler. J'ai combien de temps? Pardon. Parfait. Merci. Donc, changement profond dans les méthodes de travail et dans la culture organisationnelle municipale, donc entre médiation et délégation. C'est-à-dire que la nouvelle maire réintroduit la médiation, réintroduit la délégation, alors qu'avant on avait une vraie centralisation des décisions politiques. Ce qui passe par un renforcement des services administratifs, donc une réorganisation, hein, ce qui a laissé des traces surtout. C'est cette réorganisation. Moi, quand je commence les entretiens, on est en pleine réorganisation. Donc, c'est vraiment, ça passe pour une révolution. En réalité, pour le maire, et effectivement, quand on compare, c'est une remise à niveau. Hein, voilà. On a eu 30 ans pendant lesquels il ne s'est rien passé. Donc, les réformes successives qui auraient dû avoir lieu n'ont pas eu lieu. Donc, je fais tout d'un coup et je normalise, disons. On a aussi un renforcement donc, de fait des compétences des adjoints hein, et délégation du maire vers les élus et en particulier vers les adjoints. On remet aussi un intermédiaire, le maire aussi remet aussi un intermédiaire entre elle-même et les acteurs sociaux. Il se trouve que la place dévolue au directeur général des services fait que c'est lui qui va en grande partie gérer, hein, être en interaction directe avec les acteurs sociaux. Donc quelques verbatim, j'en citerai qu'un. Les temps ont changé, les choses ne se règlent plus en 5 minutes dans le bureau des maires. Donc ça c'est pour ce côté médiation-délégation versus centralisation des décisions publiques. Et donc les résistances se concentrent sur la figure d'un directeur général des services qui n'est pas n'importe qui est très politique, qui connaît bien également le territoire parce que c'est l'ancien directeur général des services qui avait pris François Bayrou quand il était directeur du département. Donc il a côtoyé Martine Niarcassou dans ce contexte et c'est lui qui tenait d'après ce qui est dit localement le département, c'est aussi celui que s'était choisi, disons Alain Rousset, lors des dernières élections, en 2015, hein, et finalement donc, les élections régionales précédentes. Donc on a des résistances qui se concentrent sur cette figure d'un DGS politique et on a des verbatim du type « après les charmes de la monarchie, on connaît les affres de la technocratie ». Il y a une dimension qui a été un peu évoquée hier, sur laquelle on ne va pas s'étendre, qui est celle de la loi salique et de la question du pouvoir et du genre, une question qui me semble très pertinente. Et dans les propos de Martine Niarcassou et dans certains d'autres élus, on retrouve cette idée-là. Hein, avec beaucoup ont du mal à admettre qu'une femme puisse diriger une grande ville et il doit forcément y avoir un homme dans l'ombre. Et cet homme, c'est donc Monsieur Kremer, donc le vrai maire, d'où son surnom. Donc de ce côté à lui, la question c'est ça. Quel est son rôle par sa relation au pouvoir? Donc, quoi qu'il en soit dit, il ne remet pas en cause la primauté du politique. Il s'inscrit vraiment dans ce respect de la primauté du suffrage universel, hein, qui est assez propre au DGS, pardonnez-moi d'utiliser l'acronyme, et il partage donc cette perception légitimiste, hein, des relations avec les élus.
Le maire dit, donc c'est très clair pour le maire et pour le DGS finalement, mais c'est au-delà que ça se complique un peu. Jean-Pierre Crémer n'est pas omnipotent, il ne prend pas de décision que je n'ai pas préalablement validée. Et du côté du DGS, mettre en œuvre, il dit, mon job c'est de mettre en œuvre de façon la plus efficace possible les décisions de l'autorité politique, je suis un fonctionnaire. Donc, par contre, dans Burlen et Teunig, dans une espèce de petite typologie, parlait donc du DGS qui pouvait être soit un maire bis, soit un exécutant marginalisé, en fonction de la marge de manœuvre que lui laissait le maire. Là, on est clairement dans un maire bis, hein, on va dire comme ça. Et puis alors, c'est un DGS qui a des pratiques professionnelles qui sont en partie conformes à la manière dont se représentent dont les cadres territoriaux, les hauts fonctionnaires territoriaux peuvent se représenter cette fonction-là. Donc ce sont les garants de l'ordre bureaucratique et en même temps, ils doivent pouvoir en assouplir les rigidités. Hein, c'est ce qu'il dit, il faut être dur avec les idées, doux avec les hommes et les femmes. C'est de lui. Et d'un autre côté, il déroge quand même, donc il dérange un peu parce qu'il déroge à certaines normes, donc les normes sociales en usage, disons, dans son groupe, c'est-à-dire qu'il s'exprime publiquement. Et les directeurs généraux des services le font assez rarement. Et l'une des particularités du contexte, c'est que la maire externalise la gestion de l'héritage, donc d'André Labarrère, à son DGS. Donc on a ce passage qui est emblématique, un petit peu, qui est lors des vœux au personnel de fin d'année 2008, donc passage 2008-2009, donc on est 7 mois après les élections, hein, où le directeur général des services exprime voilà, cette absence de culture de la performance et l'individualisme forcené. La gestion de Pau, il en parle comme une véritable curiosité dans tout l'Hexagone, un système de gouvernance très personnel, l'absence de culture de gestion de la performance. Voilà. En terminant par ce que c'est pas méchant ce que je dis là, c'est un simple constat. Et ça, ça choque, ça marque. L'article dans la lettre A, donc Action publique qui recense ça, parle de la seconde mort d'André Labarrère, donc ce qui est à mon sens très... Et on a parlé tout à l'heure aussi des vœux au personnel. Voilà, il y avait cette dimension rituelle, symbolique, de symbiose, un moment d'échange entre le maire et le personnel municipal. Et là, il y a une rupture très nette. Donc en conclusion, pardonnez-moi d'avoir été très, très rapide et synthétique. Donc, est-ce que, voilà, je me suis interrogée, est-ce que c'est de la transmission ou du pouvoir politique ou est-ce que c'est de l'alternance? Et finalement, je reste un peu sur cette... je suis dans la rupture, hein, clairement dans l'alternance. On a un apolitisme municipal donc, et des résistances à la notabilisation qui sont au cœur du processus de légitimation du pouvoir politique. Et en même temps, donc, ce pouvoir politique utilise le management public local, un management public donc efficace, en recrutant un vrai manager qui dirige son administration. Il l'utilise comme une ressource politique. Donc on a une forme de légitimité donc, par procuration. Hein. C'est pour ça que je parlais de croisée entre gestionnaire et politique. Et puis, Martine Lignières-Cassou ne se représente pas, donc c'est donc François Bayrou qui a remporté les dernières élections, elle ne s'est pas représentée. Et on a une espèce de mandat, disons, de transition, qui apparaît sous bien des aspects, y compris au niveau donc dans la manière dont ça se passe actuellement, comme un mandat de transition. Et finalement, un échec de redéfinition des modes d'accès à la légitimité politique. Hein. Cette volonté de se légitimer par l'action, public, finalement, plus que par cette idée de perpétuation, comme le dit Lefebvre, a échoué. Hein. Ça risque de ne pas laisser de traces durables, disons. Et cette réciprocité des modes d'action à la légitimité n'inverse pas, par contre, un rapport des forces qui est fortement favorable aux politiques et à l'exécutif donc en tête. Et finalement, on peut se demander, donc avec Burlen et Teunig, si ce mode de gestion, le mode de gestion mayorale centralisé et personnalisé, hein, qui est très fort dans les municipalités, et ça a été évoqué précédemment, ne sert pas davantage à contenir les velléités technocratiques des élites administratives. Et donc, je vous ai mis le verbatim de Jean-Pierre Crémer, et je termine là-dessus, qui dit qu'il y a une patronne, mais d'un autre côté, le directeur général des services, lorsqu'il s'appelle Crémer, il a un certain nombre d'idées sur un certain nombre de choses, et il y a des suggestions à faire sur pas mal de choses. C'est une production collective, il y a une hiérarchie, bien sûr, on n'est pas dans une organisation militaire. Merci beaucoup.